Cette émission vous est proposée par l'Institut universitaire de la Côte. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous regardent sur leur petit écran. Avant de débuter la séance d'aujourd'hui, nous rappelons comme à l'accoutumée que pour toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer, nous vous invitons à contacter les numéros qui s'affichent au bas de votre écran ou alors à nous interpeller directement sur le site web de l'institution. Alors, je suis Monsieur Mbassi Herman. Et comme à l'accoutumée, nous nous retrouvons pour poursuivre les enseignements dans le cadre de l'étude de l'œuvre de Njomwele intitulée « De la médiocrité à l'excellence » avec pour sous-titre « Essai sur la signification humaine du développement ». Alors, jusqu'ici, nous avons étudié les 4 premiers chapitres de cette œuvre. Je vais les rappeler. Le faux problème de la pauvreté qui s'ignore. Ensuite, nous avons étudié le 2e chapitre qui était intitulé « La misère de l'homme ». Puis, nous sommes passés à l'homme critique. La fois dernière, lors de notre dernière séance, nous avons étudié un des chapitres clés de l'œuvre qui est intitulé « La médiocrité ». Puisque si c'est un chapitre clé, c'est parce que le titre de l'œuvre nous renseigne là-dessus. Le titre, c'est « De la médiocrité à l'excellence ». Pour le cadre de la séance d'aujourd'hui, nous étudions le chapitre 5 intitulé « La modernité », un chapitre qui, dans le cadre de la compréhension de cette œuvre, se révèle capital au regard de l'image que les Africains des pays sous-développés se font justement de la modernité. Alors, comme à l'habitude, avant d'aborder notre sujet proprement dit, nous allons essayer d'expliquer certains éléments clés. Nous allons essayer d'expliquer certains éléments fondamentaux en rapport avec le chapitre la modernité en général, bien sûr, bien avant de passer à notre sujet proprement dit. Alors, lorsque Njomwele aborde ce chapitre 5 intitulé La modernité, eh bien, il commence par présenter une certaine conception que les Africains se font généralement de la modernité. Et dans cette conception ordinaire de la modernité, on est fondé à assimiler modernisation et développement. C'est-à-dire que la modernité ou la modernisation serait synonyme de développement. Bien sûr, cette modernisation dont il est question pour l'Africain des pays sous-développés est perçue strictement du point de vue techno-scientifique. Alors, si pour le sens commun en Afrique sous-développée, modernisation est synonyme de développement, alors à l'inverse, le sous-développement est synonyme de tradition. Alors, partant de là, on établit clairement que si le sous-développement est synonyme de tradition, alors le sous-développement serait opposé au développement et la tradition serait opposée à la modernisation, ce qui nous pousse à conclure que la tradition serait exclue, n'est-ce pas, de tout ce qui se dit moderne. Dans ce cas de figure, tout ce qui est traditionnel ne peut pas être moderne. On est là dans la conception ordinaire de la modernité. La fois dernière, nous avons insisté sur le fait que vous devez faire très attention lorsque vous lisez un auteur, parce qu'il y a un moment où l'auteur est en train d'exposer une conception à laquelle il ne souscrit pas. Cette présentation, ce point de vue ordinaire de la modernité, est une conception que Njomwele expose, mais attention, ça n'est absolument pas la position à laquelle il souscrit. Mais il part bien, puisqu'en philosophie, il faut partir de quelque part, il part de notre conception ordinaire de la modernité en Afrique sous-développée pour montrer comment est-ce que les Africains, justement, perçoivent cette modernité. Eh bien, nous comprenons que la tradition, de ce point de vue, serait exclue de la modernité parce que, rigoureusement parlant,
ce qui est moderne, c'est ce qui appartient au présent, dans la conception ordinaire. Ce qui se dit moderne, c'est ce qui est présent ou encore ce qui est actuel. Mais, dans son déploiement, John Moeller trouve utile d'établir une distinction entre ce qui est dépassé et ce qui est simplement démodé. Parce que cette conception de la modernité de l'Africain des pays sous-développés boite à plusieurs niveaux et nous allons démontrer cela tout à l'heure. Si nous revenons à ce qui est dépassé, ce qui est démodé, notre auteur nous fait comprendre que quelque chose peut être démodé sans que cette chose ne soit dépassée. D'abord, démodé, on voit que le D est privatif. Ce qui est démodé n'est plus à la mode. Dans le sens, dans notre expérience de la vie ordinaire, c'est-à-dire que pour notre sens commun, ce qui est à la mode, c'est ce qu'on voit faire au moment actuel, c'est ce qu'on voit faire au moment présent. Alors, dans la logique de John Moeller, une chose peut être démodée sans être dépassée, parce que ce qui est dépassé, dans ce qui est dépassé, on note une amélioration ou alors une sorte de perfectionnement, n'est-ce pas, de l'antérieur sur l'ultérieur. Un cas de figure très simple permet de comprendre ça. Un style vestimentaire, par exemple, peut être démodé sans être dépassé, puisque pour ce qui concerne les styles vestimentaires, on a parfois vu des styles vestimentaires qui reviennent à la mode, mais ils étaient démodés, pas parce qu'ils étaient dépassés, mais simplement parce qu'ils n'étaient plus actuels. Alors, on voit clairement que la distinction que cet auteur établit entre ce qui est dépassé et ce qui est démodé nous permet de jeter un doute sur la conception commune que l'Africain des pays sous-développés se fait de la modernité. Parce que si ce qui est moderne, c'est ce qui est synonyme d'actualisation, c'est ce qui est synonyme de développement, alors tout ce qui est considéré comme traditionnel, tout ce qui appartient à la tradition est exclu du domaine de la modernité. Or, et c'est là où ça devient intéressant, or, si on s'appuie sur la distinction entre le dépassé et le démodé, il est possible que certaines valeurs traditionnelles soient plus modernes que certaines valeurs qui sont des valeurs actuelles. Pourquoi? Eh bien parce que ces valeurs, justement, n'ont pas été dépassées. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à de nouvelles valeurs qui supplantent, n'est-ce pas, en matière d'amélioration ou en matière de perfectionnement, les valeurs que nous jugeons traditionnelles dans notre entendement ordinaire. Alors, voilà ce qu'il faut avoir en arrière-plan lorsque vous abordez ce chapitre sur la modernité de John Moeller, de manière à bien faire comprendre que la conception commune, n'est-ce pas, de la modernité met un accent sur l'actualité. Nous ne cesserons pas de le dire, l'œuvre de John Moeller est une redéfinition des concepts. C'est la raison pour laquelle chaque fois que nous analysons les concepts chez cet auteur, on recherche des éléments, des propriétés ou des critères qui permettent justement de définir ces concepts-là. Alors, le tableau étant présenté ainsi, on comprend clairement que le critère principal de la modernité pour l'Africain des pays sous-développés, c'est l'actualité. En étudiant notre texte tout à l'heure, nous allons nous rendre compte que ce critère pose problème en John Moeller parce que c'est un critère qui ne montre pas clairement que les valeurs que nous pouvons dire modernes sont des valeurs qui militent pour le perfectionnement ou pour l'amélioration de l'homme. Puisque nous ne cesserons pas aussi de le dire, quand on parle de l'homme, on parle de l'être doté de raison. Nous allons voir ce qu'il en est précisément. Alors, pour en venir justement à notre sujet, en rapport avec ce chapitre intitulé « La modernité », nous avons cet extrait qui porte sur un thème qu'il ne faut pas donner pour l'instant. Nous allons d'abord essayer de faire une lecture précise pour voir exactement de quoi il s'agit. La consigne traditionnelle et classique nous dit « Dégager l'intérêt philosophique du texte suivant à partir de son étude ordonnée ». Le texte commence par « La modernité n'est pas une valeur absolue en elle-même » et le texte s'achève par l'étouffement de l'humanité de l'homme africain. Alors, traditionnellement parlant, vous savez comment est-ce que nous procédons lorsqu'on est dans le cadre de l'élaboration d'un commentaire de texte philosophique. Il faut au brouillon
toujours commencer par effectuer son analyse du sujet, dont la première étape consiste à faire une lecture détaillée du texte en s'appuyant sur les contenus explicites, mais surtout les contenus implicites qui y sont cachés si vous voulez faire ressortir toute la profondeur du texte de l'auteur. Alors, nous allons effectuer la lecture du texte en essayant de faire ressortir les contenus que nous avons mentionnés précédemment. L'auteur écrit: la modernité n'est pas une valeur absolue en elle-même. Nous avons vu qu'en tant qu'actualité seulement, le critère est là au tableau, nous avons vu qu'en tant qu'actualité seulement, la modernité se ramène aussi à de la contingence. Alors, je vais écrire la contingence qui en philosophie s'oppose à la nécessité. Et nous allons expliquer à quoi cela renvoie. La modernité n'est pas une valeur absolue en elle-même. Lorsqu'on dit qu'une chose est une valeur absolue, nous allons essayer de faire... non, nous allons prendre ça juste ici. Lorsqu'on dit quelque chose est une valeur absolue en elle-même, nous voulons faire comprendre, d'après John Mollet, que la chose est comme une fin en soi. Pour nos chers élèves qui nous écoutent et qui sont en train de préparer les différents examens, en l'occurrence l'examen du baccalauréat, vous pouvez par exemple considérer le bac comme une valeur absolue en elle-même. C'est-à-dire que vous considérez le bac comme une fin en soi, au sens où une fois que vous avez le bac, eh bien tout se passe comme si vous avez atteint votre point d'achèvement. Or, le bac n'est pas votre finalité ultime. Donc, si le bac n'est pas une valeur absolue en lui, si cet examen n'est pas une finalité ultime, ça signifie donc que ce n'est pas une fin, mais plutôt un moyen qui peut vous permettre d'atteindre une fin qui est encore plus grande que le bac. Il en est de même pour la modernité. On ne cherche pas à se développer pour dire qu'on est moderne simplement parce qu'il faut le dire. La modernité a pour but quelque chose de plus grand qu'elle-même. C'est dans ce sens que nous disons qu'avec John Mollet, la modernité n'est pas une valeur absolue en elle-même. Et l'auteur poursuit: nous avons dit qu'en tant qu'actualité seulement, c'est-à-dire que si on considère que le critère de la modernité c'est l'actualité, alors cette modernité la ramène à de la contingence et nous disons que la contingence s'oppose à la nécessité. Et nous nous expliquons. Ce qui est contingent, c'est ce qui peut être ou ne pas être, par opposition à ce qui est nécessaire, c'est-à-dire ce qui ne peut ne pas être, ce qui conditionne absolument la vie. Et du point de vue de John Mollet, on parle de l'amélioration de l'être, c'est-à-dire de l'amélioration de l'homme en tant qu'il est doté de raison. Alors, si la modernité est déterminée par l'actualité, alors une chose peut être jugée comme étant moderne, tout comme elle peut être jugée comme n'étant pas moderne, simplement parce qu'une chose peut être actuelle ou alors ne pas être actuelle. Vous voyez bien que dans cette conception ordinaire de la modernité, il y a quelque chose qui cloche parce que l'homme qui décide que telle valeur est considérée comme étant moderne se contente simplement d'adhérer à l'actualité et conformément à ce que nous avons dit dans les chapitres précédents, tout se passe comme s'il évite de réfléchir et ça rime à cette valeur moderne par suivisme. Donc vous voyez bien que le problème qui se pose à ce niveau, c'est que l'actualité semble être un critère beaucoup trop fragile et beaucoup trop souple pour être capable de déterminer de manière efficace qu'est-ce qui peut représenter le critère de la modernité. Nous poursuivons. Rejeter telle ou telle valeur traditionnelle au nom de la modernité serait pur snobisme. Alors, je vais écrire ici. Le philosophe, c'est celui qui a la capacité de ramener la totalité au concept. Rejeter une valeur traditionnelle au nom de la modernité, entendue comme étant l'actualité, serait pur snobisme. Alors, le snobisme n'est pas ce qu'on entend ordinairement dire de la bouche des apprenants, à savoir, il y a des enfants qui disent « il me snob », comme pour dire « il ne fait pas attention à moi, il m'ignore ». Le snobisme dont parle John Mollet, c'est la soumission inconditionnelle au présent, ou alors aux valeurs du présent. Si
vous êtes celui qui est gouverné, dirigé par le présent, c'est-à-dire celui qui vit selon l'actualité, alors vous êtes victime de snobisme. On comprend donc qu'il s'agit d'un concept qui se révèle être essentiellement péjoratif, parce que lorsque vous êtes dans le snobisme, vous êtes comme esclave du présent et vous avez du mal, vous ne vous interrogez pas sur les valeurs présentes, justement, afin de déterminer si ces valeurs-là peuvent participer à votre perfectionnement ou à votre amélioration. Donc, on voit bien que c'est de manière très suspecte que John Moeller examine la conception ordinaire de la modernité pour montrer que, eh bien, là-dedans, il y a quelque chose qui cloche. Nous poursuivons. Il faudrait encore que la modernité soit non celle de l'actualité, mais celle du perfectionnement et de l'amélioration. Donc, la modernité, du point de vue de John Moeller, doit avoir quelque chose avec le perfectionnement et l'amélioration. Il y a quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue pour ce qui concerne l'ensemble des chapitres qui sont développés dans l'œuvre. Je vous l'ai dit, il s'agit du sous-titre de l'œuvre. John Moeller veut élaborer une théorie humaine du développement. Donc, c'est, si vous voulez, sa thèse principale qui permet de restructurer toutes les autres idées qui tournent autour. Le perfectionnement et l'amélioration dont il s'agit, par conséquent, ne peuvent être que le perfectionnement et l'amélioration de l'homme. Dans les séances précédentes, nous avons établi avec John Moeller que le fait d'être doté de raison ne suffit pas à faire de vous un homme au sens véritable. Il faut encore que l'homme accède à son humanité et que ce qui permettait de définir l'humanité de l'homme, c'était justement la rationalité et la liberté, d'où le fait que l'auteur parlait de sous-humanité, étant entendu que celui qui est irrationnel dans son comportement et qui ne peut pas penser par lui-même, eh bien, est considéré comme étant un sous-homme. Donc, le perfectionnement et l'amélioration dont il est question ne peuvent être que le perfectionnement et l'amélioration de l'homme en tant qu'il est un être doté de raison. Si donc, nous disons que la modernité est déterminée par l'actualité, il faut encore qu'on se pose la question de savoir si la valeur moderne permet de favoriser le perfectionnement et l'amélioration de l'homme. Alors, à partir de ce moment, les choses commencent à apparaître très claires, parce qu'on se rend compte que dans notre imagerie populaire, eh bien, en Afrique sous-développée, les gens ont du mal à se poser la question de savoir si la valeur qui est actuelle est une valeur qui favorise leur perfectionnement et leur amélioration. Ils ont tendance à adopter certaines valeurs dites, entre guillemets, modernes, par suivisme et par routine. D'où le fait que dans le chapitre précédent, nous parlions de ce que l'homme médiocre est immergé dans la masse et il suit simplement le mouvement de la masse. Nous poursuivons. Et puisque ce perfectionnement et cette amélioration doivent avoir un rapport avec le sort de l'homme, nous disons qu'au bout du compte, le critère qui doit nous permettre de valider certaines valeurs traditionnelles et d'invalider d'autres, c'est l'homme en tant qu'il est un être à libérer de toutes les formes de servitude entravant son épanouissement total. Si le perfectionnement et l'amélioration de l'homme ont un rapport avec le sort de l'homme, alors ce qui doit permettre de dire qu'une valeur est moderne ou pas, c'est le fait que cette valeur permette de libérer l'homme d'un certain nombre de servitudes. Et ces servitudes, nous le savons, ne sont pas prioritairement les servitudes matérielles, mais plutôt les servitudes morales, puisque l'homme, c'est l'être doté de raison. Alors, les valeurs dites modernes doivent être des valeurs qui permettent à l'homme de se libérer de toutes ces formes de pesanteur morale. Nous pouvons citer l'aliénation, par exemple. Nous pouvons citer l'aliénation, l'analphabétisme, le dogmatisme, le suivisme, bref, les maladies morales ou mentales qui attaquent la raison. À partir de ce moment,
on se rend bien compte du contraste qu'il y a entre la conception commune de la modernité et la manière avec laquelle John Moeller envisage la modernité. Parce que dans la conception commune, le critère, c'est l'actualité. Seul problème, lorsqu'on fait, ou alors lorsqu'on adopte une valeur dite moderne, parce que cette valeur est actuelle, on ne se pose pas la question de savoir si cette valeur actuelle favorise notre perfectionnement et notre amélioration. Pour bien comprendre ça, il faut se rappeler de la distinction utile que nous avons établie au départ entre ce qui est dépassé et ce qui est démodé, où nous faisions comprendre que d'après John Moeller, ce qui est dépassé présente une sorte de perfectionnement de l'antérieur sur l'ultérieur. Par exemple, une agriculture mécanique peut être perfectionnée par rapport à une agriculture archaïque où on se servait de la roue. Donc, on note bien un perfectionnement, on note bien une forme d'amélioration sur l'agriculture archaïque. Donc, pour la conception de la modernité d'après John Moeller, le critère de la modernité, c'est l'homme. Nous savons déjà qui est l'homme, l'être doté de raison. Nous savons que l'homme, en tant qu'il doit accéder à son humanité, doit faire preuve de rationalité et de liberté, raison pour laquelle, en tant qu'il est un être doté de raison, il représente le critère qui permet de déterminer, n'est-ce pas, à quelles conditions on peut dire qu'une valeur est moderne. Et dans ce cas de figure, une valeur, qu'elle soit traditionnelle ou actuelle, devient moderne si elle permet de libérer l'homme de toutes les formes de servitude que nous avons par exemple énoncées ici. De cette manière-là, on voit bien que la tradition, n'est-ce pas, ne peut plus être mise à l'écart de ce qui concerne ce qui se dit moderne aujourd'hui. Parce que dans le sens commun, sous-développement est assimilé à tradition, raison pour laquelle au départ de l'explication générale de ce chapitre, nous avons dit que la tradition est exclue de ce qui se dit moderne. Si il y a donc des valeurs qui améliorent le sort de l'homme, eh bien, on se rend compte qu'on peut même avoir des valeurs traditionnelles qui sont plus modernes que certaines valeurs actuelles, parce que ces valeurs traditionnelles perfectionnent l'homme et perfectionnent son amélioration. Un cas de figure là-dessus, puisque nous sommes en Afrique sous-développée, si vous prenez un Français de France qui n'a jamais mis les pieds au Cameroun, qui n'a pas été moulé dans la culture et l'identité africaine et camerounaise, et vous prenez un enfant d'Afrique, du Cameroun ici, lorsque le Français de France arrive chez l'enfant d'Afrique, il appelle son papa monsieur. Or, en Afrique, chez nous, l'enfant va appeler le papa de son camarade papa. Il ne va pas l'appeler monsieur. Donc, il s'agit d'une pratique qui met en exergue une valeur qui est le sens élargi de la famille et même de la solidarité. Mais ce n'est pas une valeur qui est actuelle, c'est une valeur qui vient de nos traditions, c'est-à-dire que c'est une valeur qui vient de la manière avec laquelle les choses ont souvent fonctionné dans la pensée africaine. Alors, si une valeur comme celle-là nous invite au respect de la famille et au sens de la solidarité, on ne peut pas simplement la rejeter parce qu'elle est traditionnelle. Au contraire, en tant qu'elle nous invite au respect, elle nous libère, par exemple, de l'irrespect. Et en tant que telle, elle est considérée comme étant une valeur moderne. Or, regardez ce qui se passe aujourd'hui, surtout avec toutes les sortes d'influences occidentales. On subit, n'est-ce pas, toutes ces influences-là et on tend progressivement vers un individualisme exacerbé, où vous allez voir des gens qui se targuent, par exemple, d'appeler un inconnu qui est le père de leur camarade, monsieur, parce qu'il subit simplement les influences occidentales. Donc, vous comprenez à peu près de quoi il est question. Pour faire comprendre que ce n'est pas ce qui est à la mode, c'est-à-dire ce qui est actuel et qu'on voit faire partout, qui doit représenter le critère de la modernité. Donc, nous poursuivons la lecture dans ce sens. Pour mémoire, nous voudrions simplement rappeler que ces servitudes, les servitudes dont il faut libérer l'homme, j'ai commencé à énumérer quelques-unes ici. Pour mémoire, nous voudrions simplement rappeler que ces servitudes s'appellent ignorance, superstition, pauvreté nature, maladie de toutes sortes. La valeur qui doit
être considérée comme étant la valeur moderne, c'est la valeur qui doit permettre à l'homme de se libérer de toutes les formes de servitude morale telles que l'aliénation, l'analphabétisme, le dogmatisme, le suivisme, la superstition, etc. On se rend compte qu'il ne s'agit là que de maladies qui attaquent la mentalité. Bien entendu, nous ne parlons pas de maladies physiques. Ce sont ces servitudes que le développement devrait réduire. Pourquoi est-ce qu'il parle au conditionnel? Parce que dans l'imagerie populaire, on se rend compte que les gens en Afrique sous-développée attendent du développement que celui-ci leur fournisse un certain nombre de biens matériels qui prioritairement leur permettraient de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Donc, en disant cela, John Moller est comme en train de proposer une finalité autre que la finalité que l'on perçoit aujourd'hui en matière de développement. Ce sont ces servitudes que le développement devrait réduire. Une valeur africaine traditionnelle qui repose sur un fond d'ignorance et de superstition n'est pas une valeur. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'une valeur vienne de nos traditions et qu'on dise c'est comme ça que nos ancêtres ont toujours fait pour qu'elle soit considérée comme étant une valeur moderne. Il faut comprendre quel est le fondement de cette valeur, il faut comprendre son sens et il faut se poser la question de savoir en quoi cette valeur traditionnelle participe à notre perfectionnement et à notre amélioration. Si tous ces éléments ou alors toutes ces orientations sont conclus par des négatives, alors on ne peut pas considérer cette valeur traditionnelle comme étant une valeur moderne. Sa conservation ne peut que contribuer à l'étouffement de l'humanité de l'homme africain. Alors, si nous avons une valeur traditionnelle, nous résumons, qui n'est pas capable de favoriser le perfectionnement et l'amélioration de l'homme, dans le sens où cette valeur lui permet de se libérer de toutes les formes de servitude morale, alors il s'agit plutôt d'une valeur qui, lorsqu'elle est préservée, contribue à étouffer davantage l'homme. Comment est-ce que cette valeur étouffe davantage l'homme? Eh bien, parce que cette valeur maintient l'homme dans l'ignorance, cette valeur maintient l'homme dans toutes les formes de pesanteur sociale qui l'empêchent de penser lui-même son propre développement. Maintenant que nous avons achevé avec notre lecture détaillée du texte, nous pouvons passer aux étapes suivantes de cette analyse du sujet. Alors, la seconde étape consiste à identifier le thème du texte, c'est-à-dire à identifier de quoi il est question dans le texte, à identifier de quoi parle notre texte. Donc, en nous appuyant sur la lecture que nous avons effectuée tout à l'heure, eh bien, nous pouvons essayer de déterminer le thème, puisque nous avons dit que lorsqu'on veut identifier le thème, il faut ressortir le champ lexical dominant. Alors, le champ isotopique de ce texte nous fait comprendre que l'auteur est en train de parler de la modernité. Donc, il entame d'ailleurs son texte en disant que la modernité n'est pas une valeur absolue en elle-même. Rejeter telle ou telle valeur traditionnelle au nom de la modernité. Vous voyez qu'il y a la modernité qui revient. Il y a les valeurs traditionnelles également qui reviennent. Et puisque ce perfectionnement et cette amélioration doivent avoir un rapport avec le sort de l'homme, nous disons que le critère qui doit nous permettre de valider certaines valeurs et d'invalider, valider certaines valeurs comme étant modernes ou comme n'étant pas modernes. Parce qu'il faut bien comprendre que le champ lexical n'est pas simplement explicite, il peut aussi être contenu de manière tacite ou implicite dans un texte. Donc, on comprend clairement que l'auteur parle de la modernité. Si l'auteur parle de la modernité, on doit, troisième étape, essayer de déterminer quel est le problème qu'il se propose de résoudre, n'est-ce pas, en parlant de la modernité. Alors, conformément à l'explication de texte que nous avons produite tout à l'heure, il faut se rappeler que modernité doit apparaître dans la formulation du problème, puisque la modernité, c'est le thème. Alors, si on se fonde sur l'explication que nous avons faite tout à l'heure, on comprend que l'auteur veut essayer de déterminer quel est le véritable critère de la modernité. Ou alors, quelqu'un d'autre pourrait dire que l'auteur se pose la question de savoir à quelles conditions on peut dire que les valeurs traditionnelles peuvent être considérées comme étant des valeurs
moderne? Ou alors, quel est le critère de validation d'une valeur comme étant moderne? J'aimerais rappeler à ce titre que ce n'est pas la formulation du problème et même de la thèse n'est pas unilatérale. Ce qui est important dans vos formulations, c'est qu'on retrouve l'idée, n'est-ce pas, que l'auteur essaye d'exprimer, ou la difficulté, puisque nous parlons du problème, que l'auteur essaye de résoudre à ce titre. Alors, on va formuler notre problème. Quel est le critère de la modernité? On met notre point d'interrogation. Donc, conformément à ce que je vous disais tout à l'heure, je vais donc faire un exemple pour vous faire comprendre cela. L'un de vous, peut être amené à déterminer que le thème porte sur la modernité et pose ainsi le problème de savoir quel est le critère de la modernité. Quelqu'un d'autre peut être amené à déterminer que le texte parle de la modernité, mais ne formule pas son problème de cette manière, mais formule plutôt un problème qui est de nature à se demander à quelles conditions on peut dire que les valeurs traditionnelles peuvent être modernes, ou alors quel est le critère de validation des valeurs traditionnelles comme étant modernes. Ni l'un ni l'autre n'ont faux. Il s'agit du même problème puisque ça renvoie à la même réalité. Simplement, il faut faire attention à ce que la formulation de votre problème soit en adéquation avec la thèse que l'auteur donne. Et je vais vous expliquer cela puisque la quatrième étape, consiste à identifier la thèse de l'auteur du sujet. Si on se fonde sur la formulation du problème telle qu'elle est mentionnée au tableau, quel est le critère de la modernité, en rapport avec l'explication que nous avons fournie, nous comprenons que selon John Mueller, ce qui définit la modernité, c'est l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui représente le critère permettant de dire si une valeur est moderne ou pas. Puisque, dans l'explication, nous avons dit que si on veut dire qu'une valeur, qu'elle soit traditionnelle ou actuelle, est moderne, il faut se poser la question de savoir si cette valeur favorise l'amélioration et le perfectionnement de l'homme, dans le sens où elle permet à l'homme de se libérer des formes de pesanteur morale qui entravent son épanouissement. Alors, en adéquation avec le problème tel que formulé ici, la thèse va consister à établir que selon John Mueller, c'est l'homme qui représente le véritable critère de la modernité. Nous commençons par écrire cela. Selon John Mueller, c'est l'homme qui représente le véritable critère de la modernité. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais d'une adéquation entre la thèse et le problème. Vous voyez bien que, formulée de cette manière, la thèse est la réponse à notre problème. Donc, si vous avez formulé un problème qui consiste à se demander quel est le critère de la modernité et que votre thèse consiste plutôt à dire que, selon John Mueller, c'est l'homme qui représente le critère permettant de valider ou d'invalider certaines valeurs comme étant modernes. Même si votre thèse est juste, elle est en inadéquation avec le problème que vous aurez formulé. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que attention à la formulation de votre problème et de votre thèse. Vous pouvez déterminer ici une autre formulation du problème, le fond restera le même, mais la formulation sera différente, ce qui est lié justement à l'adéquation dont nous parlons. Donc vous pouvez formuler le même problème mais autrement, qui consiste à se demander quel est le critère de validation des valeurs comme étant modernes, ou alors qu'est-ce qui permet de valider certaines valeurs comme étant modernes? Réponse, selon notre auteur, c'est l'homme qui permet ou alors qui représente le critère de validation de certaines valeurs comme étant modernes. Donc, il faut toujours vous arranger à ce que il y ait une adéquation entre la formulation de votre problème et la formulation de votre thèse. Bien.
Donc maintenant que nous avons identifié la thèse de l'auteur, nous devons passer, n'est-ce pas, aux articulations qui représentent ici les étapes de raisonnement de l'auteur, c'est-à-dire la manière avec laquelle l'auteur s'y prend pour organiser son raisonnement. Alors, nous rappelons bien sûr que ces étapes sont comprises entre 2 et 3 et que d'après l'explication, il faut vous appuyer sur l'explication du texte. D'après l'explication que nous avons fournie précédemment, on se rend compte que lorsque l'auteur commence son texte, eh bien, il expose, nous l'avons dit, la conception commune de la modernité qui est déterminée par l'actualité. Et rappelons à ce titre que, selon John Mueller, si c'est l'actualité qui représente le critère de la modernité, alors ça veut dire que celui qui adopte cette théorie est dans le snobisme, entendu comme étant une soumission inconditionnelle au présent. Pourquoi ? Eh bien parce que celui qui dit qu'une chose est moderne simplement parce qu'elle est actuelle, suit, n'est-ce pas, cette pseudo-valeur, parce que ce n'est plus considéré comme une valeur à proprement parler, il suit simplement cette pseudo-valeur, d'où le fait que cette modernité, dont le critère est l'actualité, est aussi synonyme de suivisme. Et si c'est synonyme de suivisme, en rapport avec le dernier chapitre que nous avons étudié, nous disons que c'est également synonyme de médiocrité, puisque nous avons établi que le suivisme moutonnier et irréfléchi est justement une des caractéristiques de l'homme médiocre qui se cache dans la masse. Alors, d'après la lecture de notre extrait que nous avons fait, la lecture détaillée, on s'est très bien rendu compte que l'auteur s'insurge contre cette conception de la modernité qui est représentée ou alors qui est déterminée par l'actualité. C'est cela qui représente la première étape de son raisonnement et que nous notons ici à titre de première articulation. Alors, l'auteur s'insurge, c'est-à-dire que bien qu'il la présente, il n'est pas d'accord avec cette conception, dont l'auteur s'insurge contre la conception, contre la conception commune de la modernité, dont le critère est l'actualité. Pourquoi il s'insurge contre cette conception commune dont le critère est l'actualité? Nous l'avons dit, et c'est dans ce sens que vous allez argumenter au niveau de l'articulation. Il s'insurge contre cette conception commune de la modernité parce que c'est une conception de la modernité qui nous conduit au snobisme et au suivisme. Or, l'homme, en tant qu'être doté de raison, doit éviter de suivre un certain nombre de valeurs de manière irréfléchie. Au contraire, il doit marquer un temps d'arrêt, réfléchir sur ce qu'il fait pour se poser la question de savoir si les valeurs qu'il adopte comme étant modernes sont des valeurs qui participent à son perfectionnement et à son amélioration. Voilà. Donc, voilà pour ce qu'il en est de la première articulation. Pour ce qui concerne notre deuxième articulation, donc articulation 2, nous allons nous rendre compte que celle-ci porte, n'est-ce pas, essentiellement sur le point de vue même de John Mueller en rapport avec sa théorie du développement, parce que l'auteur nous fait comprendre que les maladies que nous avons énumérées, à savoir l'ignorance, la superstition, l'analphabétisme, le dogmatisme, etc., sont des maladies que le développement doit essayer de résoudre. Donc, la deuxième articulation donne le critère de la modernité. Et là, vous devez essayer de justifier en quoi ce critère se présente comme étant le véritable critère de la modernité. Parce que ce critère de la modernité, chez John Mueller, c'est l'homme. Et nous avons dit que l'homme
C'est un être qu'il faut perfectionner, dont on a parlé du perfectionnement. Et nous avons également parlé de l'amélioration. Donc, perfectionnement et amélioration, c'est-à-dire qu'il faut libérer l'homme de toutes les formes de pesanteur morale que nous avons évoquées tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle nous disons que dans notre deuxième articulation, il sera question de présenter en quoi, n'est-ce pas, l'homme représente le véritable critère de la modernité. Qu'est-ce qui pousse? C'est dans ce sens que vous allez essayer de développer votre deuxième articulation au développement. Qu'est-ce qui pousse John Mwele à dire que c'est l'homme qui représente le véritable critère de la modernité? Dans votre développement, vous montrerez que l'homme, en tant qu'être doté de raison, est victime des maladies mentales dont nous avons parlé et dont il doit se libérer de ces maladies mentales. S'il doit se libérer de ces maladies mentales, il doit donc remettre en question tout ce qui lui arrive, d'où le fait qu'il doit réfléchir de manière posée pour éviter le mimétisme. Disons que c'est dans cette perspective que vous allez vous inscrire pour essayer de déployer cette deuxième articulation qui exprime le point de vue auquel John Mwele souscrit. Alors nous écrivons cette deuxième articulation qui consiste à dire que l'auteur montre en quoi l'homme constitue le véritable critère, donc constitue le véritable critère de la modernité. Voilà pour la deuxième articulation dont il est question dans cet extrait. Eh bien, comme j'aime à le dire dans tout exercice de ce type, pour vous qui vous initiez à l'apprentissage de la philosophie, il vous est demandé de faire une évaluation critique de la pensée, n'est-ce pas, de l'auteur. Donc, généralement, vous devez être capable de formuler votre problématique qui, pour l'essentiel, porte sur une question qui contient l'idée sur laquelle vous allez vous appuyer pour remettre en question les propos de l'auteur, ou alors pour présenter les limites ou bien les objections du point de vue de l'auteur. Et donc, à ce titre, je tiens également à rappeler que il est déconseillé d'attaquer de front la thèse de l'auteur. Ne nous dites pas, John Mwele estime que c'est l'homme qui représente le critère de la modernité. Ce n'est pas vrai. Il a tort. Il se trompe sur toute la ligne. Non, j'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il faut éviter ce genre de procédure. Il faut élaborer plutôt un nouveau cadre dans lequel vous pouvez présenter les limites ou bien les objections de la thèse de l'auteur, ou alors essayer d'attaquer la thèse de l'auteur en vous appuyant sur les sous-idées qui y sont développées. Si vous pouvez parvenir à montrer que l'une de ces sous-idées boite, étant donné que les sous-idées représentent le fondement de la thèse principale, alors la thèse principale boite elle-même par la même occasion. Et donc, c'est cette deuxième démarche que nous allons adopter, parce que lorsqu'on lit l'auteur, on se rend compte que dans son extrait, il est fondé à dire que ce sont les servitudes morales que le développement devrait réduire. Si ce sont les servitudes morales que nous avons énumérées dans l'explication du texte, que le développement devrait réduire, vous voyez qu'il est au conditionnel, ça veut dire que ce n'est pas ce que le développement cherche à faire actuellement. On peut donc supposer que John Mwele n'est pas d'accord avec le fait que le développement ne cherche pas prioritairement à réduire ses servitudes morales. Parce que lorsqu'on parle de développement pour l'Africain des pays sous-développés, il s'agit d'abord de l'optique quantitative du développement, ou encore du développement quantitatif, ou bien du développement matériel qui consiste en l'accumulation de richesses matérielles qui permettrait de satisfaire nos besoins fondamentaux. Donc lorsque l'auteur dit ce sont ces servitudes que le développement devrait réduire, ça signifie qu'il n'est pas d'accord avec cette orientation de nos développements qui, bien sûr, est sous-entendue dans cet extrait, mais que l'auteur ne dit jamais explicitement. Mais quand on fait une analyse telle que celle que nous venons d'effectuer, vous voyez très clairement qu'il y a une orientation qui est donnée au développement avec laquelle notre auteur n'est pas d'accord. Et cette orientation qui est donnée au développement, c'est l'orientation quantitative. Le seul problème
nous l'avons dit dans l'une des séances que nous avons déjà effectuées jusqu'ici, c'est que bien en Afrique sous-développée, lorsqu'un Africain sort de chez lui, il sort de chez lui parce qu'il est d'abord préoccupé par la résolution de ses problèmes matériels. La satisfaction de ces problèmes matériels, c'est-à-dire la garantie de la jouissance de la sécurité, représente sa préoccupation primordiale, sa préoccupation principale au regard de ce que les problèmes quotidiens qu'il rencontre sont justement les problèmes qui sont liés à la garantie de la sécurité. Donc, au regard de cela, nous estimons que ce sont ces problèmes-là qui doivent représenter la priorité du développement, les problèmes qui attaquent la mentalité arrivant au second lieu, parce que Njomole effectue plutôt le contraire. Alors, cela nous donne notre question de la problématique que nous allons formuler avec le modèle hypothético-déductif, qui va consister à dire que mais si on admet que les problèmes quotidiens auxquels sont confrontés les Africains, sont liés à la jouissance de leur sécurité. La jouissance de la sécurité se traduit par le fait que, en satisfaisant nos besoins fondamentaux, cela nous donne la certitude de vivre demain et après-demain. C'est-à-dire, cela nous garantit que nous n'allons pas mourir, par exemple, parce qu'on n'a pas mangé. Donc, mais si on admet que les problèmes quotidiens auxquels sont confrontés les Africains sont liés à la jouissance de la sécurité, alors on pose la déduction, n'y a-t-il pas lieu de penser que ce sont ces problèmes matériels dont nous avons parlé qui doivent représenter la priorité du développement. Donc la priorité du développement. Voilà notre question de la problématique qui se propose de présenter les limites ou alors les objections de la thèse de l'auteur, parce que l'idée que nous allons nous évertuer à défendre ici, c'est que ce sont ces problèmes, dont les problèmes matériels, les problèmes liés à la jouissance de la sécurité, qui représentent la priorité du développement, parce que Njomole effectue le contraire. Mais ce qui légitime notre prise de position comme étant une réponse critique que nous adoptons à l'égard de la thèse de l'auteur, c'est le postulat que nous adoptons, à savoir si on admet que les problèmes quotidiens auxquels sont confrontés les Africains sont liés à la jouissance de leur sécurité. Voilà notre postulat. C'est que tous les jours, les problèmes que les Africains rencontrent sont des problèmes qui leur imposent de manière nécessaire, ça n'est pas contingent, qui leur imposent de manière nécessaire de garantir leur survie. Autrement dit, s'ils ne peuvent pas résoudre les problèmes de jouissance de sécurité, ils sont foutus. Donc, au regard de cela, nous pensons que, contrairement à ce que dit Njomole, le développement doit prioritairement chercher à résoudre ces problèmes de sécurité si on veut envisager une véritable théorie du développement humain telle que Njomole l'estime, et non le contraire. Voilà présenter cet extrait du point de vue de votre analyse du sujet que vous allez effectuer au brouillon et qui peut vous permettre maintenant de déployer complètement la thèse de l'auteur qui porte sur cette question de la modernité. Donc, puisque
Pour toute œuvre, il est d'abord question d'étudier la thèse principale de l'auteur, de cerner son point de vue, de comprendre ce dont il est question. Il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, que pour John Mwele, ce n'est pas l'actualité, comme on le pense ordinairement, qui doit représenter le critère de la modernité. On ne dit pas qu'une valeur est une valeur moderne simplement parce qu'elle est actuelle. On doit se poser la question de savoir si cette valeur participe à notre perfectionnement ou à notre amélioration. Voilà, achevé la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous en ferez bon usage. Je vous remercie.